Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu et les petites newsas que vous aimez bien. Il y a un petit peu de tout aujourd'hui, allons-y, c'est parti. Alors pour commencer, je reviens vite fait sur la vidéo Black Friday que j'avais fait avec les choses à garder à l'œil. Et concrètement, c'est vrai que les meilleures promos, on les avait eu jeudi. Le jour même, le Black Friday, il n'y avait pas eu grand chose à se mettre sous la dent, je trouve. Et hier, c'était pas terrible non plus. Ce dimanche, jusqu'ici, pas grand chose. Alors à voir demain, c'est le Cyber Monday, s'il y a des promos intéressantes. Mais c'est vrai que pour l'instant, les meilleurs tarifs, particulièrement côté GPU et processeur, ça s'est plus passé jeudi que vendredi. Concept un petit peu étrange du Black Friday. Et donc allons-y, on commence avec la RTX 4080. Alors j'en avais parlé la semaine dernière, la 4080 depuis sa sortie. Bon, en gros, les ventes sont pas terribles, surtout pour Nvidia. Pour nous, les acheteurs, je dirais qu'en fait c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre que le marché n'est pas prêt à acheter ce type de produit à un tarif aussi élevé. Ce qui veut sûrement dire que les tarifs vont forcément devoir aller à la baisse à un moment ou à un autre. Puisque ça se vend pas, tout simplement. Et apparemment, en Allemagne, eh bien, ça commence déjà à baisser tout doucement. Alors, tout doucement, puisque c'est une baisse de seulement 20 € sur le modèle le moins cher. Donc, c'est un modèle de chez Gainward, le modèle Phantom. Bon, alors, on sait aussi que Gainward, généralement, c'est une marque qui plaît pas trop et qui se vend pas super bien. Donc, c'est pas vraiment surprenant. Il me semble même qu'au niveau de la 4090, c'est un petit peu pareil. On voit souvent encore en stock des modèles de chez Gainward et souvent, ils sont un petit peu moins chers que le tarif Founders Edition. Et ça part pas pour autant. Et apparemment, au niveau de ce qui se passe sur eBay, même pour les scalpers, la RTX 4080, c'est forcément pas un super plan non plus pour eux, puisque comme ça part pas vraiment dans le commerce classique, du coup pour les scalpers c'est encore plus compliqué, et on a même entendu dire qu'il y a des scalpers qui ont ramené leurs cartes qu'ils n'arrivaient pas à vendre, puisqu'ils se disent que ça arrivera pas de toute façon. Mais bon, c'est pas vraiment surprenant non plus, puisque scalper une 4080, ça veut dire qu'on la ramène plus ou moins au tarif de base de la 4090, et si on a l'argent pour acheter une 4090 de base, on n'a pas spécialement envie d'acheter une 4080 à la place. Et au final, pour moi, c'est la même chose que les 4080 custom qui sont vendus au même prix que les 4090. Ça n'a absolument aucun sens. On continue avec la valse des prix aux États-Unis. Apparemment, le 7900X de chez AMD a été vu à 440 € sur Amazon, ce qui est quand même un tarif assez violent pour un 7900X. Encore une fois, ça rejoint un petit peu la news précédente. Quand les tarifs ne sont pas adaptés à la sortie, il y a un moment ou un autre où la marque va être obligée d'ajuster le tarif, puisque sinon les stocks vont rester en stock, et ça c'est jamais intéressant. Après c'est vrai que c'est aussi surprenant de voir qu'AMD casse les prix aussi rapidement sur une gamme qui vient de sortir, et c'est vrai que pour ceux qui sont passés à la caisse le jour de la sortie, ça fait un petit peu mal au cul. En parallèle de ça, on a aussi les fameux 7000 non-X dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, je vais pas trop m'attarder dessus, mais apparemment ça aurait été aussi confirmé indirectement par Lenovo, donc il faut bien s'attendre à ce que l'on ait ces processeurs non X qui devraient débarquer en début 2023, ce qui est ici encore une fois bien plus rapide que ce qui s'était passé à l'époque avec les Ryzen 5600 et 5700X en fait, qui étaient arrivés plus d'un an après la sortie des Ryzen 5000. Là on voit quand même que pour AMD, ils ont quand même besoin de réajuster le tir quand même assez rapidement. Et du côté de chez Intel, on a aussi les processeurs de 13e génération non-K, que l'on attend aussi pour début 2023, et ça a déjà été listé dans certaines boutiques au Canada. Bon alors après, les tarifs en avance comme ça, généralement il faut quand même les prendre avec un bon gros grain de sel, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'au niveau de la conversion qui a été faite, moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est toujours le 13400, ici on a par exemple le 13400F, qui une fois converti serait aux alentours des 218 $, ce qui est plutôt correct, c'est plus ou moins le tarif du 12400F à sa sortie, et après conversion rapide, ça nous donnerait par exemple en Europe un 13400F pour 260 € environ, en espérant que ce soit un petit peu moins que ça chez nous, mais quand même ça nous ferait les performances plus ou moins d'un 12600K de la génération précédente, pour plus ou moins 250 €, ce qui est relativement correct. Chez Intel toujours, et là ça fait quand même un petit peu moins plaisir, c'est quelque chose dont on avait déjà entendu parler il y a quelques temps, mais Intel semblerait y aller, en gros, Intel sur le marché professionnel serait sur le point de lancer des processeurs avec des fonctionnalités à la demande, où en gros on vous fournit un processeur et vous pouvez activer des fonctionnalités en plus en payant, tout simplement, encore en plus, alors que ce sont des fonctionnalités qui sont déjà présentes sur le processeur physique. Alors après, je vous avoue que c'est le genre de nouvelle idée qui me plaît pas des masses, c'est comme on l'avait vu sur certaines voitures avec des fonctionnalités en DLC. Bon là ce serait pareil, ce serait des processeurs avec des DLC,
Mais en réalité, au final, hein, c'est ce qu'Intel fait déjà plus ou moins de façon physique, puisque par exemple, hein, l'histoire des processeurs K et non K, vous payez plus cher pour avoir le droit d'overclocker votre processeur, alors qu'en réalité, physiquement, un processeur non K hein, peut aussi totalement être overclocké au même titre qu'un processeur K. C'est juste de la segmentation pure et simple, là c'est juste qu'on passe à l'étape d'après. Ça reste toujours plutôt moche, mais pas vraiment surprenant non plus. Après on espère que ça n'arrivera pas jusqu'au processeur grand public. Côté processeur toujours, mais on repasse du côté de chez AMD avec Phoenix et Dragon Range, les prochains APU d'AMD, qui apparemment ne seraient plus en RDNA 2 mais bien en RDNA 3 comme les rumeurs le laissaient supposer depuis un bon moment. Puisque oui, pour rappel, hein, même si sur les PC de bureau, on a bien les Ryzen 7000 classiques et on devrait aussi avoir les 7000 X3D en début d'année prochaine, on a aussi les processeurs pour PC de portable qui devraient débarquer avec de nouveaux APU également. Après, on se demande toujours si on aura ces APU également sur les PC de bureau, ce qui pourrait être une bonne chose, hein, comme les Ryzen 5000G de la génération précédente. J'espère aussi qu'on verra débarquer à un moment les 7000G sur PC de bureau, puisque bon, je pense qu'il y a de la demande pour ce type de produit, pour certains usages plutôt niches. Si la partie graphique est encore plus puissante que sur la génération précédente, ça pourrait être intéressant pour certaines personnes. Et en parlant de processeurs 7000 X3D, eh bien justement, il y a WCCF Tech qui a fait un petit recap de ce que l'on sait jusqu'ici de ces futurs Zen 4 X3D. Et ce qui est intéressant ici, j'en avais pas parlé je pense, hein, mais en gros, pour l'instant, on a surtout entendu parler d'un possible 7600 X3D et d'un 7800 X3D, donc ce qui serait une approche relativement similaire à ce qu'on a connu sur la génération précédente, puisqu'on avait eu seulement un CCD complet avec le 5800 X3D, donc on était limité à du 8 core 16 threads maximum sur la gamme X3D sur les Ryzen 5000. Et donc ici d'emblée on sait déjà que normalement on devrait avoir un 7600 X3D, donc un 6 core 12 threads, et le 7800 X3D en 8 core 16 threads. Donc là, pas de grosse surprise, si ce n'est une option peut-être un petit peu moins coûteuse et potentiellement très intéressante pour du gaming. Un 7600 X3D, si le prix n'est pas trop déconnant, ça pourrait être un excellent processeur. Par contre, il y a aussi une petite confusion qui est arrivée avec les 7900 X3D et 7950 X3D. Ils n'ont pas été confirmés pour le moment, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne peuvent pas exister. Puisque pour rappel, hein, déjà sur la génération précédente, AMD, quand ils avaient présenté la première fois le X3D, c'était sur un 5900X 3D. C'est juste qu'au moment de sa sortie, ils ont décidé de se faire seulement des modèles avec un CCD complet et non pas avec deux chiplets. Est-ce qu'il y avait une raison technique? Est-ce qu'il y avait une raison au niveau des performances? On ne sait pas trop pour le moment, mais bon. Pour ceux qui seraient peut-être intéressés pour des plus gros processeurs avec X3D, ça pourrait être intéressant pour eux. Mais bon, je pense qu'on en saura plus début janvier, encore une fois, je pense que le CES cette année va être quand même particulièrement intéressant puisqu'on attend de nouvelles choses de la part de tous les constructeurs. Et je pense que ça va être un CES assez intéressant à suivre. Et on passe maintenant vite fait du côté des chiffres de chez John Pedy Research. Alors les chiffres de chez John Pedy, ils sont à prendre pour ce qu'ils sont parce qu'ils ne représentent pas non plus totalement le marché des GPU dans leur ensemble. Il y a souvent un raccourci qui est fait à ce niveau-là. Les chiffres de chez John Pedy ne représentent qu'un segment, qu'une partie du marché global du GPU. Donc ça donne une tendance, mais il ne faut pas les prendre pour argent comptant également. Mais bon, ce qui est certain, c'est que par rapport à l'année dernière et l'année d'avant, et même par rapport à il y a quelques mois, le marché des GPU est en train de s'effondrer, tout simplement avec la fin du minage de crypto-monnaies. C'est un épisode que l'on avait connu à l'époque également, avec les GTX 1000 et les RX 500 et 400. On avait eu d'énormes ventes pendant la grosse période du minage de crypto-monnaies, et on avait eu un retour à la normale par la suite. Bon là c'est clairement ce qui est en train de se passer, ça se voit de toute façon. On sait aussi qu'il y a beaucoup de stocks à vider chez les différents fabricants, que ce soit Nvidia ou AMD. Il y a beaucoup de GPU à vendre, et on va dire que la stratégie jusqu'ici, on voit qu'AMD est beaucoup plus agressif au niveau des baisses de prix sur sa gamme précédente que les Nvidia qui jouent un petit peu la montre. Mais bon, le chiffre en fait qui nous intéresse le plus nous dans l'histoire, c'est plus qu'en fait que les ventes des AIB, donc les partenaires d'Nvidia et d'AMD, au niveau des ventes, on est sur une baisse de plus de 33%, ce qui est quand même assez énorme par rapport au trimestre précédent. Donc vraiment là en ce moment les ventes de GPU sont beaucoup moins importantes qu'elles ne l'étaient il y a quelques mois ou même l'année dernière bien évidemment. Donc bref, ça va être intéressant de voir particulièrement comment ça va se passer en 2023 puisqu'on aura du coup les gammes entières de la part d'AMD et d'Nvidia sur le marché des GPU, et une fois que le stock de la génération précédente sera écoulé, comment ça va se passer au niveau des tarifs.
Ça reste encore à voir. Transition du coup avec RDNA 3 et particulièrement Navi 32. Alors Navi 32 c'est la puce juste en dessous de Navi 31 qui lui va sortir dans quelques semaines avec la 7900 XTX et la 7900 XT. Navi 32 c'est une puce plus petite, ça on le sait, et du coup vu comment AMD a découpé sa gamme jusqu'ici, on s'attend aussi à ce que Navi 32 eh bien, ce soit la 7800 XT, ce qui est encore une fois bien différent de ce qui s'est passé sur la génération précédente. Puisque sur la génération RDNA 2, on avait eu la 7900 XT, la 6800 XT et la 6800, elles étaient toutes basées sur la plus grosse puce Navi 21. Donc ici déjà d'emblée, on voit que de la façon dont procède AMD, on a la 7900 XTX, mais en vrai la 7900 XT, si on reprend le schéma de la génération précédente, ben ça aurait dû être la 7800 XT très clairement. Puisqu'au niveau de la baisse de performance attendue et la coupe qui a été faite, c'était très clairement plus une carte qui aurait dû s'appeler 7800 XT que 7900 XT. Et ce qui nous a été confirmé ici en fait, eh bien c'est le nombre de compute units sur Navi 32 et Navi 33. Donc sur Navi 31 on a 96 compute units, ça on le savait déjà. Sur Navi 32 par contre ce sera 60 et Navi 33 ce sera 32 compute units. Tout en sachant encore une fois aussi que Navi 33 c'est une puce à part, puisqu'elle ne sera pas basée sur les chiplets comme les deux autres puces, et ce sera du monolithique sur le 6 nanomètres de chez TSMC, non pas le 5 comme les deux autres plus grosses puces. Et c'est vrai qu'au niveau de l'écart de performance entre Navi 31 et Navi 32, ben c'est quand même assez costaud encore une fois. Ben, Navi 31 a plus ou moins 60% de compute unit en plus que Navi 32, ce qui est une différence assez massive, et Navi 33 c'est pareil, hein, c'est à peu près la moitié du nombre de compute units de Navi 32. Alors après on sait que le scaling des performances ne suit pas exactement le nombre de compute units pour plusieurs raisons, par exemple la fréquence. On ne sait pas si Navi 32 sera cadencé beaucoup plus haut que Navi 31. Mais ce qui semble certain par contre, c'est que Navi 31, AMD l'a annoncé lui-même, c'est entre 50 et 70% plus performant que la 6950 XT, ce qui veut dire aussi que Navi 32, avec ses 60 compute units, en toute logique devrait être légèrement plus performant que la 6950 XT, ce qui nous amènerait à une possible 7800 XT avec des performances 20 à 30% plus performantes par exemple que la 6800 XT, puisque la 6800 XT elle était environ 15% moins performante que la 6950 XT. Et donc là, rien qu'à la vue des chiffres et du nombre de compute units, si Navi 32 c'est bien la 7800 XT, bah, la gamme 800 XT sera bien moins intéressante ici, encore une fois, que sur la génération précédente. Un petit peu la même chose qu'avec Nvidia et la 4080, qui est quand même beaucoup moins sympa que la 3080 de la génération Ampère. Reste encore à voir bien évidemment à quel tarif AMD va proposer ce Navi 32, puisque bon, ça nous ferait une 7800 XT environ 30% plus performante par rapport à la génération précédente. Si on est au même tarif, bon, pourquoi pas, hein. C'est moins bien que ce qu'on aurait espéré, mais ça pourrait être pire aussi. Alors après, au-delà du cas 7800 XT, moi ce qui me questionne un petit peu plus, c'est ce qui va se passer en dessous. Puisque si Navi 32 c'est la 7800 XT, où va se placer la 7700 XT? J'ai un petit peu de mal à croire que ce soit Navi 33, tout simplement parce qu'au vu des specs que l'on attend ici, ça nous donnerait une carte plus ou moins aux performances de la 6700 XT de la génération précédente. AMD pourrait tout à fait faire Navi 32, la plus grosse puce, la 7800 XT, et la puce juste en dessous, donc un Navi 32 castré, pour la 7700 XT, ça paraîtrait logique, et garder Navi 33 pour ce qui est 7600 XT. Enfin bon, beaucoup d'interrogations encore pour le moment au niveau du découpe de la gamme et des tarifs, on espère en savoir plus assez rapidement, et encore une fois, hein, je pense qu'AMD devrait peut-être en parler au CES, au début janvier, tout du moins on l'espère. Et on enchaîne toujours chez AMD avec RDNA 3 et les RX 7900, XTX et XT, donc on a le lancement pour le 13 décembre, par contre les modèles custom, eux, devraient arriver, et bien plus tard, environ 2 semaines plus tard, ce qui nous amène très proche des fêtes de fin d'année, donc à mon avis, lancement quand même assez compliqué pour les modèles custom dans un premier temps, ou pas, on verra bien, hein. À mon avis on devrait plus les voir débarquer sur le marché début 2023. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on est environ à 2 semaines de la sortie de la gamme 7000 chez AMD, et au niveau des modèles custom, on n'a pas entendu grand chose ou vu quoi que ce soit hein, de la part des différents partenaires, donc c'est pas très surprenant que ça arrive un petit peu après. Et on enchaîne du côté des moniteurs avec LG qui nous a annoncé la semaine dernière par exemple un modèle 27 pouces en OLED pour PC de bureau en 1440p 240 Hz,
ce qui est plutôt pas mal et ce qui en ferait très probablement un moniteur pour joueurs compétitifs plutôt intéressant. Puisque bon, le plus gros avantage en dehors de la qualité d'image des moniteurs OLED, c'est aussi son temps de réponse qui est beaucoup plus bas que les moniteurs LCD classiques. Par contre, au niveau du tarif, eh bien, ce serait quand même beaucoup plus cher que les moniteurs que l'on trouve en 27 pouces à l'heure actuelle, puisque là on tournerait aux alentours des 1000 $. Et en parallèle de ça, il y a quelques jours, on a aussi vu apparaître toujours pour LG et MSI, alors c'est probablement la même dalle, hein, eh bien c'est de la dalle OLED en 45 pouces, en ultra-wide, en 21/9, en 3440 par 1440. Donc c'est assez différent de ce que Samsung nous a proposé dernièrement avec les moniteurs de chez Alienware, par exemple avec le QD OLED en 34 pouces 3440 par 1440. Ici ce sera une dalle plus grande. Est-ce que c'est pas un petit peu trop grand? Bon bah ça dépendra de chacun. Mais 45 pouces en 3440 par 1440, ça devient peut-être un petit peu limite pour la résolution, je trouve. Après bon, à voir à l'usage. Après au niveau du tarif, encore une fois, ça va être cher, sans grosse surprise, puisque le moniteur de LG c'est environ 1700 $. Chez nous ce sera évidemment encore au-dessus. Après apparemment pour le CES, on devrait aussi avoir MSI qui va nous annoncer un modèle en 49 pouces, en ultra-wide également. Enfin du super ultra-wide, donc ça va te coûter très cher là aussi. Mais c'est vrai que dans l'ensemble c'est intéressant de voir que du côté des moniteurs ça bouge aussi un petit peu. Moi je suis plutôt content de voir que l'OLED arrive enfin sur des diagonales un petit peu plus petites que les 55 ou même 42 pouces comme on l'avait vu sur le LG C2 dernièrement. Là pour les PC de bureau, ça devient enfin des tailles un petit peu plus raisonnables. Après, au niveau de la dalle elle-même, est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes de burn, ce qui est le plus gros souci de la technologie OLED classique, et c'était là le gros avantage du QD OLED de chez Samsung. Donc on verra les tests qui seront faits sur le sujet, mais j'espère que si c'est des moniteurs prévus pour PC de bureau, eh bien qu'il n'y ait pas de souci de burn à long terme. Et pour terminer, on a aussi eu un petit peu plus d'infos sur le patch Next Gen pour The Witcher 3, et ça paraît quand même plutôt intéressant. Alors ça doit sortir pour le 14 décembre, donc juste après la sortie des nouvelles cartes d'AMD, et c'est vrai qu'au niveau des features, de ce qu'on avait eu au niveau du teasing, on était un petit peu inquiet qu'il y ait juste par exemple les ombres en ray tracing, mais apparemment on aura aussi le RTGI, donc l'illumination globale, ce qui est une des features les plus importantes pour le ray tracing, donc c'est plutôt cool de voir qu'elle est là sur The Witcher 3. On devrait aussi avoir du FSR2 et du DLSS, un nouveau mode graphique Ultra Plus, des nouvelles textures, des nouveaux effets pour les arbres et tout ça, enfin bref, dans l'ensemble, ça a l'air d'être un upgrade plutôt intéressant. Après on verra ce que ça donne au niveau des performances également. Donc j'essaierai d'en faire un test dès que possible, un petit peu comme ce que j'ai fait pour Spider-Man dernièrement. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des actus les plus intéressantes de la semaine. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!